Pour les sites industriels à haut risque, c'est-à-dire les installations qui sont soumises à une autorisation pour fonctionner et qui, en raison de leur niveau élevé de risque, entraînent dans leur voisinage des servitudes quant à l'utilisation de l'espace, la loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, prévoit l'élaboration de plans de prévention des risques technologiques appelés PPRT. Quel problème cherche-t-on à résoudre? Prenons une telle installation industrielle à haut risque. Supposons qu'à la suite d'un dysfonctionnement de l'installation, un phénomène dangereux se produise. Ce peut être par exemple une explosion, un incendie ou encore un rejet toxique. Ce phénomène dangereux pourrait avoir des conséquences au-delà des limites de l'installation avec 3 types d'effets néfastes sur les populations avoisinantes. Le dégagement de substances dangereuses produirait des effets toxiques, notamment par inhalation sur les personnes exposées. La combustion, plus ou moins rapide, de substances inflammables produirait des effets thermiques pouvant provoquer des brûlures des personnes ou des biens. Une explosion engendrerait des effets de surpression susceptibles de blesser directement ou indirectement. Pour prévenir les risques technologiques de ce type d'installation à haut risque, la réglementation impose que soient mis en œuvre 4 types d'actions. Premièrement, la réduction des risques à la source. Il s'agit d'identifier l'ensemble des phénomènes dangereux susceptibles de se produire dans une installation industrielle et de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires jusqu'à atteindre un niveau de risque aussi bas que possible. Ces phénomènes dangereux sont listés par l'exploitant dans un document réglementaire que l'on appelle l'étude de danger. C'est notamment sur cette étude de danger que se fonde l'autorisation d'exploitation de l'installation. Deuxièmement, l'élaboration de plans d'urgence pour protéger et secourir les populations, plans d'urgence qu'il faut tester régulièrement pour s'assurer de leur efficacité. Troisièmement, l'information des populations sur la nature des risques qu'elles peuvent encourir, ainsi que sur la conduite à tenir en cas d'alerte. Et quatrièmement, la maîtrise de l'urbanisation autour du site industriel en question. On comprend en effet que si l'on veut protéger les populations avoisinantes des effets néfastes d'un éventuel phénomène dangereux trouvant son origine dans le site, il faut organiser et réglementer l'urbanisation autour du site. Dans le cas de l'implantation d'une installation nouvelle, cette question est, du moins en principe, relativement simple à traiter. Il suffit en quelque sorte de s'établir suffisamment loin des populations et de mettre en place une réglementation pour que cet éloignement perdure. Mais dans le cas d'une installation existante, les populations peuvent ne pas être loin. Cette proximité résulte de causes diverses, liées à l'histoire industrielle, urbaine et économique, qu'elle soit nationale ou locale. Par exemple, ici, des logements et une voie ferrée voyageurs côtoient une usine chimique. Et quelques dizaines de mètres plus loin, se trouve un stade. Là, à proximité du cœur d'un village, est implantée une entreprise de chimie fine. Ici, une route nationale longe un site Seveso 2. Ailleurs, enfin, des voies ferrées jouxtent un dépôt d'hydrocarbures. En France, il existe plus de 650 sites à haut risque. Dans la majorité des cas, cette proximité entre un risque technologique majeur et des habitations, des établissements recevant du public, d'autres entreprises ou des infrastructures pose problème. Cette problématique n'a rien de virtuel. Les accidents de Bhopal en Inde, d'Enschede aux Pays-Bas ou plus proche de nous d'AZF à Toulouse ont montré combien dramatiques peuvent être pour les populations les conséquences d'un phénomène dangereux en zone urbanisée.
Résoudre ces situations héritées du passé, empêcher qu'elles se reproduisent et le faire selon des règles homogènes au niveau national, c'est l'objectif principal des plans de prévention des risques technologiques, les PPRT. Pour un site donné, un PPRT va comprendre notamment un plan de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, un règlement qui donne la prescription qui s'applique zone par zone, une note de présentation qui justifie le zonage et les prescriptions. L'élaboration d'un PPRT réunit les acteurs suivants. L'État, représenté localement par le préfet, les services spécialisés de l'État, soit l'inspection des installations classées et la direction départementale de l'équipement, qui vont conjointement instruire le dossier. Les collectivités locales, représentées par les élus et leurs services techniques, les exploitants des sites à haut risque, le comité local d'information et de concertation, le CLIC, et enfin, tous les autres acteurs locaux choisis par le préfet, comme par exemple les associations. L'inspection des installations classées commence par établir le périmètre d'étude du PPRT. Pour cela, on considère l'ensemble des phénomènes dangereux listés dans l'étude de danger du site. Selon une règle nationale, certains phénomènes dangereux extrêmes et très improbables, et pour lesquels il est démontré que des précautions renforcées sont prises, sont écartés de l'étude. En effet, comme ces phénomènes particuliers pourraient potentiellement impacter une zone géographique très étendue, la protection des populations relève dans ce cas uniquement des plans de secours et non de la maîtrise de l'urbanisation locale. Puis, pour tous les autres phénomènes dangereux, on trace sur une carte la distance limite jusqu'à laquelle chacun de ces phénomènes peut produire des effets néfastes. On balaye ainsi tous les types d'effets, qu'ils soient toxiques, thermiques ou de surpression. Pour tracer ces limites, on utilise des systèmes d'information géographique et des logiciels de géolocalisation. La courbe enveloppe de l'ensemble de ces limites définit le périmètre d'étude du PPRT. Une fois le périmètre d'étude du PPRT établi, le préfet organise une réunion d'information du comité local d'information et de concertation, le CLIC. Il s'agit de présenter au CLIC l'objectif du PPRT, ses différentes étapes, l'organisation de la concertation et la manière dont les parties prenantes vont être conduites à collaborer. Cette information et cette mobilisation préalable ayant été effectuées, le préfet prend un arrêté dit de prescription du PPRT qui constitue son acte de lancement officiel. On rentre alors dans la phase technique du PPRT avec l'établissement d'une carte des aléas par l'inspection des installations classées. Pour chaque point du périmètre d'étude du PPRT et pour chaque type d'effet, on détermine quel est l'effet le plus intense subi en ce point. Puis, on sélectionne tous les phénomènes dangereux produisant en ce point un effet aussi intense. Leurs probabilités d'occurrence sont additionnées. De cette manière, on obtient en chaque point du périmètre d'étude la combinaison d'un niveau d'effet et d'une probabilité d'occurrence cumulée. Cette combinaison, c'est ce qu'on appelle l'aléa technologique. Selon une règle de combinaison des niveaux d'effet et de probabilité, on classe les aléas selon une échelle qui comprend 7 niveaux. Le niveau le plus élevé, c'est TF+, pour très fort plus, c'est-à-dire un aléa combinant des effets très intenses et une forte probabilité d'occurrence. Les niveaux suivants sont TF, puis F+, F, M+, et M, jusqu'à FAI pour l'aléa le plus faible. En reportant en chaque point du périmètre d'étude le niveau d'aléa, on obtient ainsi la carte des aléas du territoire. Dans le périmètre d'étude du PPRT, on identifie les populations potentiellement exposées. Ce travail est réalisé par la direction départementale de l'équipement en étroite collaboration avec les collectivités locales, leurs services techniques
et les différents gestionnaires de terrain du territoire. Il s'agit d'évaluer les personnes y résidant, on va donc recenser l'habitat, qu'il soit individuel ou collectif, les personnes y travaillant, on recense les activités industrielles ou autres, les personnes y venant occasionnellement, on recense les ERP, et les personnes qui y transitent, on s'intéresse aux infrastructures de transport. Parallèlement à ce travail, on collecte d'autres informations utiles comme les projets d'urbanisation du territoire. Tu vois, les projets, je pense qu'ils vont se passer plus là, dans la zone 2NH. Puis, de manière synthétique, on reporte sur une carte l'ensemble de ces informations. On obtient ce qu'on appelle la carte des enjeux du territoire. La superposition de la carte des aléas et de la carte des enjeux permet de visualiser l'exposition des populations aux aléas technologiques. Par exemple, ici ce sont des logements qui se trouvent dans une zone TF+. Ailleurs, ce sont des activités et un ERP en zone F+. Là, c'est un projet de lotissement en zone M. Cette superposition des aléas et des enjeux permet de rédiger une première carte de zonage appelée zonage brut. Cette superposition peut d'autre part conduire à identifier des investigations complémentaires à mener. Par exemple, dans la perspective de mesures foncières, il est nécessaire de connaître le prix de l'immobilier. La phase d'étude technique du PPRT est maintenant terminée. Il faut décider des mesures à prendre en tenant compte des différentes possibilités et du contexte local. Cette prise de décision est organisée par le préfet en association avec les parties prenantes, les collectivités locales, les industriels et les autres acteurs choisis par le préfet. C'est ce qu'on appelle la phase stratégie du PPRT. Les décisions à prendre pour résoudre ces situations ont pour objectif de diminuer l'exposition aux risques des populations. Elles suivent 3 principes. Premièrement, il faut veiller à ne pas augmenter les enjeux vulnérables du territoire, c'est-à-dire qu'on ne fera pas venir de populations nouvelles dans des endroits où elles seraient trop exposées. Deuxièmement, il faut chercher à renforcer la protection offerte par le bâti grâce à des travaux d'adaptation. Troisièmement, quand il n'y a pas d'autre choix, il faut diminuer la présence humaine sur le territoire. Pour certaines zones, en raison de la présence d'enjeux vulnérables et de l'importance de l'aléa, la réglementation va imposer les mesures à prendre. Par exemple, pour ces habitations situées dans cette zone d'aléa TF+, l'expropriation devra être décidée. Dans cette zone F+, le gestionnaire d'un ERP devra poser des films protecteurs sur l'ensemble de ses surfaces vitrées. Dans ce parc public, le rassemblement de foule, comme pour un concert, ne sera pas autorisé. Mais, pour d'autres zones moins exposées, la décision n'aura rien d'automatique. Ici, dans une zone d'aléa F, il sera possible, mais non obligatoire, d'instituer un droit de délaissement. Pour l'implantation de nouveaux logements, on devra choisir entre ces 2 zones M. Et l'une étant choisie, il faudra sans doute rendre inconstructible l'autre pour ne pas augmenter les enjeux du territoire. L'intérêt du PPRT est d'élaborer une stratégie de prévention du risque qui tienne compte des situations locales et qui s'articule de manière intelligente avec les projets d'urbanisme et de développement de la commune. Une fois les décisions prises au niveau des principes, les services de l'État sont chargés de rédiger le projet de PPRT. Ce projet comprend un plan de zonage réglementaire, un règlement comprenant les prescriptions qui s'appliquent secteur par secteur, une note de présentation qui justifie le zonage et les prescriptions. Ce projet de PPRT est alors présenté à l'ensemble des acteurs pour avis. Il fait ensuite l'objet d'une enquête publique. Au terme de ce processus, il est signé par le préfet, puis annexé au plan local d'urbanisme. Sont alors établies les conventions de financement tripartites, État, collectivités locales et industriels pour financer les éventuelles mesures foncières figurant au PPRT. Le plan de prévention des risques technologiques
constitue donc un ensemble de règles qui s'appliquent aux bâtis, aux équipements et aux infrastructures existants et futurs. Le PPRT prend en compte à la fois les aléas technologiques et les enjeux d'un territoire. Grâce à la concertation qui préside à son élaboration, il contribue à faire partager entre les collectivités locales, les industriels et les simples citoyens une culture commune du risque et de la sécurité.